La dépression, c'est très bien d'en parler, il faut faire des dépistages, il faut faire de la prévention, mais il y a aussi une question de la prise en charge. Et pour l'instant, la prise en charge de la dépression, elle est assez générique, c'est-à-dire qu'on traite tout le monde de la même manière, la même façon pour les hommes et pour les femmes, et ça, il y a plusieurs arguments scientifiques qui commencent à apparaître, comme quoi c'est pas forcément une bonne façon de faire. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous allons parler de la dépression au féminin avec mon invité, le docteur Hugo Bottemann. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychiatre, chef de clinique en psychiatrie périnatale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et vous êtes également chercheur en sciences cognitives et en philosophie à l'Institut du cerveau. Vous êtes là pour nous parler d'un livre que vous avez coécrit qui s'appelle La dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir aux éditions du Rocher. La dépression a-t-elle un genre ? Et est-ce que c'est pas casse-gueule en 2024 de justement poser cette question de genre sur un trouble plutôt bien connu, la dépression ? Il faut faire très attention en effet avec l'idée que la dépression ça puisse être un trouble féminin, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on a essayé justement de déjouer ce piège en montrant qu'il y avait des spécificités de la dépression chez les femmes et en montrant aussi que la dépression était 2 fois plus fréquente chez les femmes. Donc par définition, il y a un intérêt quand même à aller regarder ce qui est en train de se passer, les mécanismes notamment scientifiques, neurologiques qui sont associés à ça. Mais il ne faut pas du tout considérer que la dépression c'est uniquement un problème de femmes. Il y a la dépression chez les hommes, la dépression chez les femmes. Elles ont des caractéristiques différentes, mais il faut les regarder de façon différemment. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de se dire qu'on est aujourd'hui dans une époque de médecine personnalisée. On essaye de trouver des biomarqueurs, des signatures un peu qui montrent en fait des liens entre des processus biologiques par exemple et puis des symptômes. Et ça, ces marqueurs-là, ils sont différents chez les femmes et chez les hommes. Et donc cette médecine personnalisée, il faut aussi la faire avec une vision qui est parfois un peu genrée. Bien, vous avez convoqué toutes les dernières études qui existent sur la dépression. La psychiatrie contemporaine bénéficie de multiples sources pour considérer les visages féminins de la dépression, parce qu'il y en a plusieurs. Je vous disais tout à l'heure hors antenne, enfin un livre sur la dépression. C'est un mot qu'on n'utilise plus parce qu'on utilise des dérivés comme le burn-out ou les troubles bipolaires. À noter que votre livre est un livre sur un trouble unipolaire. Tout à fait. Alors, le mot dépression est un mot qui fait peur. Il fait peur dans la société, il fait peur quand on vit soi-même ses symptômes. Et on a tendance parfois à camoufler ce trouble par des euphémismes. Donc le burn-out en est un. En psychiatrie, le burn-out n'a pas vraiment de reconnaissance en termes diagnostiques. Très souvent, en burn-out, on dit que c'est plutôt une dépression en lien avec un contexte professionnel qui va être favorisant. Donc en fait, c'est vrai sauf qu'on n'utilise plus le mot. Et le mot dépression lui-même souvent disparaît. Sauf qu'en fait, donc la dépression est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent. Il y a 5% de la population qui, au moment où on parle, souffre de dépression. 350 millions de personnes à travers le monde. Et en fait, au cours de sa vie, il y a un grand nombre de personnes qui vont traverser un épisode dépressif caractérisé. Connaissez-vous vraiment les symptômes de la dépression ? C'est quoi une dépression si on devait la définir ? Mais en effet, c'est très important de revenir à la précision des symptômes, à une précision sémiologique. Les symptômes de la dépression, ils sont relativement simples. Il faut plus de 5 symptômes, parmi lesquels on a des symptômes qui touchent le corps, des symptômes qui touchent la pensée, qui touchent l'appétit, le sommeil. Il faut qu'il y ait au moins un des 2 symptômes qu'on dit cardinaux. Ça peut être soit de la tristesse, donc c'est par exemple une douleur morale, psychologique, la sensation quelque chose qui est comme un feu glacé à l'intérieur de soi, et puis un manque d'énergie, un manque d'envie, qu'on appelle l'anédonie, notamment quand c'est un manque de désir et une absence de plaisir, et qui va finalement vider progressivement le sujet de toute sa sève, de toute son essence, jusqu'à faire qu'il devient presque une sorte de fantôme. Ces 2 symptômes-là, ils ne sont pas forcément retrouvés à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a certaines dépressions pour lesquelles il y a de la tristesse, mais il n'y a pas d'anédonie, et puis d'autres dépressions, il n'y a pas de tristesse. Ça peut être un piège aussi, on peut passer à côté d'une dépression, parce qu'en fait, on ne ressent pas de tristesse, et pourtant on a une dépression profonde. Les autres symptômes qui sont assez classiques, c'est les symptômes qui vont toucher la façon dont le cerveau fonctionne, donc, notamment ce qu'on appelle la neurocognition, la mémoire, la vitesse d'attention, la vitesse exécutive, l'attention, avec notamment une difficulté à se souvenir de choses, une difficulté à lire, ou une difficulté à faire des activités de la vie quotidienne. Ça touche le sommeil, avec aussi très souvent une insomnie, l'appétit avec plutôt une anorexie. On peut avoir aussi des pensées suicidaires qui viennent, qui nous emplissent, qui sont extrêmement angoissantes, et puis des croyances qu'on dit des croyances dépressives, marquées par leur côté négatif, la dévaluation de soi-même. C'est quoi une croyance dépressive, par exemple ? Une croyance dépressive, ça va être par exemple être persuadé, avoir une conviction de n'avoir aucune valeur, que l'avenir sera très difficile, ou que les autres nous rejettent. Ça va être typiquement des croyances qu'on retrouve dans la dépression, et qui vont emplir aussi tout le spectre mental du sujet, au point que finalement il va se retrouver enfermé dans un gouffre obscur. Le grand public pense que être dépressif, c'est forcément être triste, et finalement, c'est que sans tristesse, c'est qu'on n'est pas dépressif, alors que c'est pas vrai.
Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le piège principal et du diagnostic par les médecins, et même pour soi-même, quand parfois on traverse un épisode dépressif et on ne se rend pas compte qu'on a une dépression parce qu'en fait, on se sent pas triste. Il y a des dépressions, et notamment ces dépressions dont on va parler après, qui sont préménopausiques, plutôt chez la femme, pour lesquelles on a plutôt une asthénie, donc un manque d'envie, un manque d'énergie, qui va progressivement nous saisir, transformer un peu notre musculature en plomb et faire qu'on est un peu ralenti progressivement. Et ça, c'est pas forcément associé de la tristesse. Et pourtant, c'est bien un épisode dépressif caractérisé. On oppose souvent la dépression triste, qui serait plutôt féminine, à la dépression colérique, qui serait plutôt masculine. En effet, il y a des masques de la dépression chez les femmes, donc notamment, on va en parler après, mais dépression atypique. Et puis il y a des masques de la dépression chez les hommes aussi. Parfois, on a des hommes qui montrent pas beaucoup de tristesse, qui montrent pas beaucoup de symptômes classiques de la dépression, mais qui vont avoir des comportements un peu excessifs, qui vont prendre beaucoup d'alcool, qui vont beaucoup consommer de drogue, ou qui vont avoir des comportements violents. Et en fait, quand on rentre un petit peu dans leur psychologie, quand on creuse un petit peu plus profondément, on se rend compte qu'un épisode dépressif avec des caractéristiques plutôt colériques. Il faut se méfier un peu de ça parce qu'en fait, la plupart du temps, quand même, on a quand même des symptômes classiques de la dépression chez les hommes aussi, c'est-à-dire de la tristesse qui est présente. Il n'y a pas que de la colère. Mais les hommes expriment moins leurs émotions. Les hommes expriment un petit peu moins leurs émotions, et ça va même plus loin que ça. Les hommes sont moins capables de savoir quelles émotions ils sont en train de ressentir. Là, à l'instant présent où on se parle, par exemple, si on fait un petit scanner de nos émotions tous les deux ensemble, mais en fait, on va pouvoir décrire avec des mots ce qu'on est en train de ressentir. Est-ce que je ressens du plaisir? Est-ce que je ressens de la tristesse? Est-ce que je ressens de la nostalgie? Est-ce que j'ai une émotion de peur associée au fait de parler à la radio? Toutes ces émotions-là, on va pouvoir les décrire en termes verbaux. Les hommes, en fait, ils ont beaucoup plus de difficultés à faire ça. Et c'est ce qu'on appelle aussi quelque chose qui va finalement brouiller un petit peu leur perception de leurs propres émotions et faire en sorte que parfois, ils passent à côté des émotions de tristesse ou d'émotions qui peuvent être un peu difficiles à exprimer. Alors vous êtes parti à la recherche des spécificités féminines de la dépression. Pourquoi est-ce que c'est important de les connaître, ces spécificités féminines de la dépression? À quoi ça sert finalement? Mieux on connaît les choses, plus on sait les prendre en charge. Et finalement, la dépression, c'est quelque chose, c'est très bien d'en parler, il faut faire des dépistages, il faut faire de la prévention, mais il y a aussi une question de la prise en charge. Et pour l'instant, la prise en charge de la dépression, elle est assez générique, c'est-à-dire qu'on traite tout le monde de la même manière. On se dit, finalement, on va donner un antidépresseur, on va mettre une stratégie de traitement antidépresseur, la même façon pour les hommes et pour les femmes. Et ça, il y a plusieurs arguments scientifiques qui commencent à apparaître, comme quoi c'est pas forcément une bonne façon de faire. Et on pourrait avoir justement, grâce à des marqueurs un peu plus spécifiques, des stratégies qui soient plus adaptées aux femmes, plus adaptées à certains types de femmes, plus adaptées à certains types de symptômes, à certains âges de la vie aussi, peut-être la période du postpartum, il y a besoin de traitements spécifiques, la période préménopausique aussi. Et donc ça, c'est un des axes de recherche justement de la psychiatrie contemporaine. Et la période des règles aussi. Tout à fait, la période des règles. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un axe important que celui des hormones. Finalement, qui sont les spécialistes de la dépression? C'est-à-dire que quelqu'un qui souffrirait de dépression, qui va voir comme spécialiste? Quand on a un diagnostic de dépression qui est posé, alors déjà si on a des symptômes, il faut aller voir le premier soignant qu'on peut. C'est-à-dire, si on a un période périnatale, on va voir sa sage-femme. Si on est au cours de sa vie, on va voir son médecin généraliste. Lui, la sage-femme ou le médecin généraliste va pouvoir poser un diagnostic. Et mais est-ce que les généralistes sont bien formés aujourd'hui pour diagnostiquer une dépression? Une fois qu'on a le diagnostic, il faut à tout prix aller voir un psychiatre. C'est-à-dire que la dépression, c'est quand même une affaire de psychiatrie, même si ça fait peur le mot psychiatrie. On imagine un vieux monsieur terrible qui est au fond de son bureau, qui va essayer de nous triturer l'esprit. C'est pas du tout ça, la psychiatrie moderne. Alors, ceux qui verront la vidéo verront que vous ressemblez pas tout à fait au vieux monsieur avec ses lunettes au fond de son bureau. Ça arrivera, ça nous arrive à tous. Mais en tout cas, il faut pas avoir peur de la psychiatrie. Il faut pas avoir peur des psychiatres. Il faut aller voir les psychiatres avec, bien sûr, en confiance et en lien avec vos soignants habituels. Et la prise en charge, elle doit passer par un psychiatre parce que c'est lui qui saura à la fois prescrire les traitements, les suivre les effets indésirables, et puis avoir une approche qu'on dit un peu holistique, c'est-à-dire qui associe des éléments psychologiques, des éléments pharmacologiques, des éléments biologiques pour vous aider au mieux. Donc il faut à tout prix aller voir un psychiatre. Mais les généralistes sont suffisamment formés parce que finalement, aujourd'hui, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que beaucoup de dépressions sont encore mal diagnostiqué aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont on diagnostique les choses. Les généralistes, c'est le premier rempart pour la santé mentale en France, parce que la plupart du temps, les patients, c'est vers eux qui se tournent quand il y a une problématique de santé mentale au sens large, que ce soit de la dépression ou de l'anxiété. Donc de facto, c'est eux qui sont les premiers prescripteurs aussi des antidépresseurs, des anxiolytiques. Après, peut-être qu'il y a aussi de notre côté, du côté des psychiatres et de la formation, des choses à faire pour
faire un peu ruisseler les nouvelles connaissances, les nouvelles choses qui sont connues, notamment sur les effets des antidépresseurs. Il y a une des choses très simples qu'on peut dire, c'est par exemple, quand on a un trouble anxieux, qu'on ressent de l'anxiété, les benzodiazépines, les anxiolytiques, c'est pas ce qu'on prescrit en première intention. On doit prescrire des antidépresseurs. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien saisi, pas forcément toujours mis en place dans les cabinets, mais en tout cas, c'est les antidépresseurs qui ont des effets à la fois antidépresseurs, mais aussi des effets anxiolytiques, des effets contre l'anxiété liée à des événements en particulier, ou qui peuvent avoir plusieurs casquettes comme ça de traitement. Aujourd'hui, si on parle de diagnostic, on a combien de personnes qui ne sont pas diagnostiquées sur la dépression ? Est-ce que ça représente beaucoup de gens qui sont dépressifs et qui ne le savent pas ? Alors pour des dépressions qui vont durer, c'est un petit peu plus faible parce qu'au bout d'un moment, les effets de la dépression sont tellement délétères sur la structure familiale, sur le fonctionnement professionnel, sur la vie en général, que finalement il peut y avoir un diagnostic. Ce qui est beaucoup plus difficile à diagnostiquer, c'est les dépressions qui vont revenir de façon récurrente, qui vont pas forcément durer longtemps. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui dans leur vie font une dépression, mais qui n'a jamais été médicalisée, jamais été diagnostiquée, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'appel à l'aide à ce moment-là. Je le rappelle, on l'a pas dit tout à l'heure, la dépression c'est 15 jours. C'est-à-dire qu'il faut avoir pendant 15 jours consécutifs les 5 symptômes dont on a parlé tout à l'heure, au moins 5 de ces symptômes. Et donc 15 jours, c'est relativement court dans une vie. La plupart du temps, on a tous vécu pendant 15 jours une association de plusieurs symptômes suite à une difficulté professionnelle, suite à une rupture amoureuse, suite à quelque chose en particulier. Et ça, quand ça continue dans le temps, ça peut être tout à fait un état dépressif. Ça veut dire qu'on pourrait guérir tout seul d'une dépression. Alors ça, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre et continuer sa vie ou pas, ou ça finit forcément par sortir ? C'est un message qui... Alors, je fais attention dans la façon dont je vais le dire, parce que c'est un message qui est important, c'est qu'en effet, la dépression peut, notamment quand elle est d'intensité légère à modérée, elle peut guérir sans traitement. Juste avec un accompagnement, notamment un accompagnement psychothérapeutique. Pour les dépressions qui sont modérées à sévères, donc pour lesquelles il y a une intensité des symptômes qui est plus importante, là, il faut à tout prix un traitement. Mais la résolution naturelle de la dépression peut venir, pour les formes très légères, toute seule. Donc ça, c'est possible. Mais il ne faut pas du tout garder ça comme un modèle pour la suite, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on n'a pas besoin de soins. Ouais. Il vaut mieux quand même avoir un accompagnement. Cet accompagnement, il n'est pas forcément pharmacologique pour les dépressions qui sont légères. Ça peut être thérapeutique, peut-être un signe de ma dépression, mais tout à l'heure, je vous ai attribué un hôpital qui n'est plus le vôtre. Mon invité ce matin est le docteur Hugo Bottenham. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Bicêtre, voilà. Et vous publiez La dépression au féminin, démystifier, comprendre et guérir. Une des pistes, c'est la compréhension hormonale de la dépression. Tout à fait. Alors, les hormones sont souvent oubliées en fait. Quand on parle cerveau, quand on parle neurosciences, on se focalise sur les neurotransmetteurs, donc les petites molécules chimiques qui transmettent de l'information. On se focalise sur les réseaux. Et en fait, les hormones, elles ont des effets qui sont à la fois périphériques, c'est-à-dire qu'elles agissent sur le corps, mais aussi des effets centraux. Elles vont modifier l'activité de certaines zones cérébrales. Elles vont modifier directement l'activité et la façon dont les récepteurs, dont j'ai parlé juste avant, les neurotransmetteurs, vont agir sur le cerveau. Et donc, elles vont avoir des effets sur la psychologie, sur la transmission de l'information, sur la cognition, qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on en connaît habituellement. Alors par exemple, le syndrome dysthymique, Kuhn, parce que ce syndrome, c'est l'exemple le plus célèbre des effets des hormones sur l'humeur. Alors vous nous expliquez un petit peu ce que c'est que ce syndrome ? Donc, le syndrome dysphorique prémenstruel, qui touche à peu près 5% des femmes, c'est un syndrome en fait qui est associé à des fluctuations des hormones, donc au fur et à mesure des cycles menstruels, et puis qui va être associé justement avec des symptômes psychiatriques très aigus qui vont venir notamment dans la phase qu'on dit lutéale du cycle. C'est les 14 jours qui précèdent les règles et qui vont être associés par exemple à une grande fatigue, à des idées très sombres, à des émotions extrêmement labiles, le passage par exemple d'émotions positives à des émotions négatives, et aussi parfois à des idées suicidaires ou à des symptômes qui sont plus graves de dépression, typiquement de l'anédonie ou de la douleur psychologique. Quand ça survient, c'est un syndrome qui peut handicaper la vie. Parce qu'en fait, à chaque cycle, chaque mois, on a un retour comme ça de symptômes qui sont dépressifs-like. C'est-à-dire qu'ils ressemblent à ceux de la dépression. C'est pas 15 jours, mais ils sont quand même aussi intenses parfois que ceux de la dépression. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ces moments-là, parfois, les femmes qui en souffrent de façon très intense, elles vont rester chez elles, elles vont se mettre à l'écart, elles vont se replier, elles vont rester dans leur souffrance, et puis elles vont être en rupture un peu avec leur milieu socio-professionnel, donc ça va avoir des conséquences aussi pour elles. Heureusement, ce syndrome est de mieux en mieux connu. Il est parfois encore confondu. Alors c'est un peu ce qui est difficile avec le syndrome
prémenstruel classique, qui lui touche 20 à 50% des femmes, pour lequel on a des symptômes beaucoup plus légers. On a un peu d'irritabilité, on a un petit peu de fatigue, on a parfois des idées un peu sombres, mais c'est pas du tout les croyances dépressives, les croyances négatives aussi fortes qu'on a dans le trouble dysphorique prémenstruel. Donc c'est pas la même chose en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est différent, voilà. Pour faire une différence entre les deux, c'est un peu la même différence qu'on aurait entre le baby blues par exemple, qui sont des symptômes un peu physiologiques, pareil d'irritabilité, de manque d'énergie, de pleurs qu'on peut avoir après l'accouchement, et la dépression du postpartum, où là c'est un vrai état pathologique qui vient se fixer, qui vient être extrêmement grave dans les semaines ou les mois qui suivent l'accouchement. C'est un peu la même différence d'intensité entre le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel. Tu avais écrit un très bon livre là-dessus, sur ce sujet-là d'ailleurs. Vous vous intéressez alors à un procédé, c'est ce qu'on appelle l'interoception. Qu'est-ce que c'est que l'interoception et pourquoi est-ce que c'est important de le comprendre ? L'interoception, c'est un des axes de recherche du laboratoire Moons de l'université Paris-Saclay, dirigé par Emmanuel Coruble, dans lequel je travaille. C'est un axe qui s'intéresse en fait à la façon dont les signaux corporels sont transmis par le corps vers le cerveau, sont interprétés, modulés, et puis finalement vont générer des états mentaux, par exemple certains types d'émotions, ou moduler un petit peu nos pensées, nos croyances. Ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait, on n'est pas juste un cerveau qui est en train de réfléchir comme ça, de fulminer au-dessus d'un corps qui n'existerait pas. En fait, on est notre cerveau, notre système nerveux, il va du début de notre boîte crânienne jusqu'au fin fond de nos orteils. Ça comprend l'ensemble de notre corps. Et en fait, dans la génération de nos états mentaux, dans la génération de nos émotions notamment, eh bien en fait, cette interoception, c'est-à-dire cette perception de l'intérieur du corps, va être extrêmement importante. Alors ça, une fois qu'on s'est dit ça, c'est assez fascinant à étudier dans la dépression et assez fascinant à étudier dans les troubles psychiatriques. On se rend compte, il y a de nombreuses études qui ont été faites au cours des 5 dernières années, qu'en fait dans les troubles psychiatriques et en particulier dans la dépression, on a des dysfonctionnements interoceptifs, on a des perturbations de cette interoception qui vont favoriser certains types de symptômes, typiquement l'anédonie ou les émotions négatives qu'on peut ressentir. Et là, il y a des études qui le valident. Dans la dépression, mais dans les troubles anxieux aussi, par exemple, dans beaucoup d'autres troubles. En fait, dans la majorité des troubles psychiatriques, on peut retrouver des choses qui touchent l'interoception, mais c'est majoritairement quand même dans la dépression et dans les troubles anxieux, comme vous le disiez, où c'est le plus fort. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que notre cerveau, c'est pas juste un réceptacle ou un récepteur d'informations, c'est une sorte de machine prédictive. C'est-à-dire qu'à tout moment, notre cerveau, il va essayer de prédire les signaux qui viennent de l'extérieur du monde, par exemple le son de ma voix en ce moment, qui arrive jusqu'à vos oreilles, ou la vision que vous avez devant vous. En fait, votre cerveau, il va prédire ce que vous avez devant vous, il va prédire les sons que vous allez entendre, et c'est pareil pour l'intérieur de votre corps, il va prédire les signaux qui viennent de l'intérieur de votre corps. Quand il y a un défaut entre ces prédictions et les signaux qui lui sont transmis, eh bien ce défaut va créer des erreurs de prédiction qui vont moduler un petit peu finalement le fonctionnement de vos réseaux cérébraux, et votre pensée, votre esprit est construit à tout moment en fait sur cette combinaison ou ce conflit entre ce qui vient de l'intérieur du corps et ce que vous imaginez, ce qui est en train de s'y passer. C'est-à-dire que le cerveau anticipe toujours ce qui pourrait se passer, et si ça ne se passe pas comme prévu, donc il se passe quoi ? Si ça ne se passe pas comme prévu, il met à jour, il modifie les prédictions qu'il avait, et ces modifications sont associées à les états émotionnels, à des sensations, à des perceptions qui vont sortir un peu de votre ordinaire. Typiquement, quand on est surpris par quelque chose, quand on a une émotion de surprise, quand on a une émotion de peur, c'est que notre cerveau, il interprète quelque chose qui n'était pas prédit et qui vient modifier notre flux émotionnel. Ça, c'est très présent dans la dépression, où en fait on se rend compte qu'il y a des défauts de la prédiction, et typiquement quelque chose qui est retrouvé, c'est que les patients déprimés, ils sont persuadés que le monde est totalement incontrôlable, que le monde est totalement incertain. Même s'ils vont mettre en place des actions, même s'ils vont bouger, même s'ils vont essayer de se saisir des opportunités qui sont autour d'eux, ils ont l'impression que ces opportunités, elles seront jamais ressourçantes, qu'elles seront jamais plaisantes, comme si finalement le monde était jamais prédictible. Ça, c'est vraiment la caractéristique la plus profonde qui est retrouvée justement dans cette cognition de la dépression. Et d'ailleurs, si on va un peu plus loin et qu'on regarde la précision, les croyances dépressives dont on parlait, en fait, ces croyances dépressives, c'est pas juste la sensation d'être nul, c'est pas juste la sensation de ne pas avoir d'avenir, c'est la sensation finalement de ne pas pouvoir contrôler ce qui nous arrive, de ne pas pouvoir contrôler nos actions, et avec quelque chose de beaucoup plus profond qui est lié à ce sentiment d'incontrôlabilité. Alors vous prenez dans votre livre l'exemple d'un rhinocéros par exemple, ou d'un éléphant. Les rhinocéros, on n'en croise pas tous les jours, heureusement, dans la vie, mais finalement, voilà, si le rhinocéros défonce votre porte, vous êtes mort.
Il y a un exemple qui est très simple, c'est que là, actuellement, là, votre rythme cardiaque, votre cerveau, il le prédit. C'est-à-dire qu'il prédit la vitesse de vos battements cardiaques. Et si quelque chose se passait là, au moment où vous écoutez cette émission, quand ce rhinocéros qui rentre, ou une explosion, ou quelque chose d'inattendu, votre rythme cardiaque va se mettre à accélérer. Vous allez avoir des sueurs qui vont apparaître, vous allez avoir une réaction physiologique, on dit autonomique, votre système sympathique va s'activer. Et ça, si le cerveau l'a pas prédit, ça va générer de la peur. Ce qui est assez fou, c'est que si vous enfilez votre jogging, vous mettez vos baskets ou votre maillot de bain et que vous allez faire du sport, votre rythme cardiaque il va aussi s'accélérer. Mais là, comme votre cerveau a intégré ça dans une matrice prédictive qu'il est capable de prédire tout ça, ça ne va pas générer d'émotion. En fait, l'émotion, c'est vraiment lié à cette prédictibilité ou cette imprédictibilité du monde qui vous entoure. Et des études sur qui s'interrogent sur le fait de comment les femmes et les hommes peuvent compter les battements de leur cœur. Et c'est quoi la différence ? Ça justement, si on continue expliquez-nous, allez au bout de l'expérience. En continuant justement sur cette lancée, en fait on se rend compte qu'il y a des différences interoceptives, de perception de ces signaux très fortes entre les hommes et les femmes. Alors les femmes notamment, elles ont une perception interoceptive qui est beaucoup moins précise. C'est-à-dire que dans les tâches où on leur demande de compter leur battement cardiaque, elles vont être un petit peu moins précises, avoir un peu moins de capacité à compter avec précision ce qui leur arrive. C'est valable pour les battements cardiaques, c'est valable pour les viscères, la façon dont les viscères sont en train de bouger, pour les sensations aussi liées aux poumons, liées à l'air. Donc tout ça, c'est des signaux en fait qui montrent qu'il y a une imprécision et qui pourraient être associés justement à des différences de santé mentale. Alors ça va beaucoup plus loin, on essaie d'étudier les choses avec des marqueurs aussi, notamment autonomiques, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu la balance entre le système sympathique, qui est un système associé plutôt à la réponse au danger, et le système parasympathique, qui va être un système associé au repos, au fait de se sentir apaisé. Et on voit que chez les femmes, cette balance sympatho-vagale, sympatho-autonomique, est aussi un petit peu perturbée. Quelles sont les différences, donc, puisqu'on parle d'interoception, qu'est-ce qu'on sait dans l'état actuel des études entre le phénomène d'interoception chez les femmes et chez les hommes, finalement ? Est-ce qu'il est vraiment important, et finalement, en quoi est-ce que ça explique le fait que les femmes font plus de dépression que les hommes ? Donc il y a des différences interoceptives qui sont connues. Maintenant, la vraie question, c'est à quoi elles sont dues, ces différences interoceptives ? Et là, il y a plusieurs hypothèses. Il y a des hypothèses qui sont des hypothèses très corporelles. On sait que notamment, le corps des hommes, il va avoir tendance à beaucoup moins changer au cours du temps. Alors, on vieillit tous, c'est normal. Mais en tout cas, le corps des femmes, à chaque cycle menstruel, par exemple, il va y avoir des changements anatomique extrêmement fort, à chaque grossesse aussi, pendant les périodes préménopausiques, pour les femmes qui ont de l'endométriose. Tous ces signaux-là, en fait, c'est des signaux corporels que les hommes ne connaîtront jamais et qui font vraiment une différence aussi fondamentale. Et puis, il y a aussi la façon dont on étiquette nos signaux corporels. On sait que depuis l'enfance, en fait, les hommes ont tendance à être beaucoup plus associés, les émotions, par exemple, des hommes sont tendance à être beaucoup plus associées à des choses qui sont liées au corps. Typiquement, les mères, quand elles parlent à un nourrisson qui pleure, si c'est un homme, elle va plus dire « Oh là là, tu as mal », et si c'est une femme, elle va dire « Oh là, tu es triste ». Donc des choses qui sont beaucoup plus liées au corps chez les hommes et beaucoup plus liées aux émotions ou à la psychologie chez les femmes. Et ça, ce contexte culturel, ce contexte linguistique aussi, qui est associé et à l'interoception et aux émotions, pour expliquer, dans une forme de constructivisme émotionnel, finalement des différences aussi dans la perception qu'on a de notre corps. Donc c'est des hypothèses qui sont convergentes, probablement qu'il y a la convergence de multiples ramifications comme ça d'explications, mais c'est très intéressant pour essayer de comprendre les différences avec la dépression aussi. Avec une chercheuse de l'INSERM, Caroline Sévoz, vous avez étudié l'interoception des patients souffrant de dépression d'intensité modérée et sévère. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'étude de cette population ? Donc les patients qui souffrent de dépression ont aussi une précision interoceptive qui est plus faible, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins capables de percevoir avec précision leur corps. Alors ça ne veut pas dire qu'ils perçoivent moins leur corps, mais ça veut dire que la réalité de cette perception est moins en rapport avec le fonctionnement réel de leur corps. Donc il y a des patients par exemple qui vont sentir extrêmement fortement leurs signaux corporels, d'autres qui vont beaucoup moins le sentir. On a d'ailleurs, ça c'est très important, des symptômes de dépression, notamment dans certaines cultures, qui vont s'exprimer majoritairement par le corps. C'est-à-dire que parfois, le discours de la dépression, la douleur de la dépression, elle se mue en un discours sur le corps. Ça se voit notamment dans le Maghreb, en Asie du Sud-Est aussi. On a beaucoup plus de plaintes corporelles pour des symptômes de dépression, beaucoup plus par exemple que de plaintes psychologiques. Mais alors des plaintes de quoi alors ? Alors ça peut être par exemple des céphalées, des maux de tête, la sensation j'ai extrêmement mal à la tête. Tous les examens neurologiques qui ont été faits montrent qu'en fait il n'y a pas de cause biologique. Ça peut être des plaintes corporelles au niveau des muscles, des membres inférieurs. J'ai très mal aux jambes, j'ai la sensation d'une lourdeur dans les jambes. Ça fait partie des symptômes atypiques de la dépression, ou des plaintes internes, viscérales par exemple. J'ai l'impression que mon ventre fonctionne mal, d'avoir très très mal au ventre tout le temps. Ça peut être des signes de dépression en fait. On parlait des hormones tout à l'heure. Quelles sont les hormones qui sont impliquées dans la dépression ? Est-ce qu'on le sait précisément ?
Alors, on peut pas dire que ce soit des hormones qui soient impliquées dans la dépression, mais on sait que certaines variations hormonales vont fragiliser le fonctionnement du cerveau et vont faire qu'on va être plus ou moins sensible à la dépression. On sait que les œstrogènes et la progestérone chez la femme vont moduler l'activité des neurotransmetteurs, en particulier la sérotonine. La sérotonine, on la connaît, c'est souvent appelé l'hormone du bonheur ou le neurotransmetteur du bonheur, ce qui est complètement faux. La sérotonine n'a pas grand-chose à voir avec le bonheur, mais c'est en tout cas c'est un neurotransmetteur. Non. Alors tout le monde appelle la sérotonine l'hormone du bonheur. C'est pas vrai. Elle va moduler, par contre, la sérotonine, elle va être impliquée en effet dans les processus émotionnels. Et donc, la sérotonine, elle est un petit peu perturbée quand on a des variations des oestrogènes et de la progestérone. Et il faut savoir aussi que les neurones eux-mêmes, et notamment les cellules gliales, ça fait partie... Vous pouvez expliquer. Les cellules gliales, c'est des petites cellules qui sont autour des neurones, qui font partie de ce qu'on appelle la glie, donc, qui est un ensemble de cellules qui protègent, interagissent, communiquent avec les neurones. Et ces cellules gliales, elles vont aussi synthétiser des œstrogènes, synthétiser de la progestérone, donc il va y avoir une synthèse hormonale intrinsèque au cerveau. C'est pas qu'une question du corps. Et ça qui a aussi des effets sur la cognition qui sont pas encore très bien connus. La nouvelle génération des psychiatres est avec nous, le docteur Hugo Bottemann, qui a coécrit avec le docteur Lucie Joly La dépression au féminin, démystifier, comprendre et guérir, aux éditions du Rocher. Alors, on a parlé d'hormones tout à l'heure. Il y a un autre coupable bien connu des psychiatres, c'est la thyroïde, qui est moins connu du grand public. Le lien entre la dépression et les hormones thyroïdiennes. Alors, vous dites que ça, c'est aujourd'hui enseigné dans les facultés de médecine. Vous dites qu'il faudrait quasiment, quand on suspecte un trouble dépressif, faire une recherche sur la thyroïde. Tout à fait. Quand on diagnostique une dépression, notamment quand c'est en libéral, quand c'est pas forcément à l'hôpital, il faudrait faire en fait un test sanguin pour voir l'état de la thyroïde, parce que le plus souvent, l'hypothyroïdie, c'est-à-dire une baisse ou une absence des hormones thyroïdiennes, va faire qu'on va avoir des symptômes qui ressemblent à ceux de la dépression et qui peuvent parfois évoluer jusqu'à la dépression. Le classique, la thyroïde, ça nous sert, les hormones thyroïdiennes, elles nous servent à avoir de l'énergie, elles nous servent à mobiliser nos ressources pour faire des actions. Et quand on a une baisse de ces hormones, en fait, on va avoir une apathie, on va avoir une asthénie, c'est-à-dire un manque d'énergie qui va être extrêmement fort, une sensation de fraîcheur, une sensation de froid. Et donc tout ça, ça peut être des symptômes qui ressemblent à ceux de la dépression. Il y a des dépressions, notamment des dépressions par manque d'énergie, qui sont en fait des dépressions hypothyroïdiennes. Un autre piège, ça c'est un piège qui est un peu moins connu, c'est que l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire quand on a trop de ces hormones thyroïdiennes, peut aussi être associé à des dépressions. C'est beaucoup plus rare, mais c'est possible par des mécanismes qui sont encore pas très bien connus. Mais là, on parle d'hypothyroïdie, pas de l'hyperthyroïdie. L'hypo donne des dépressions, plus classiquement. Ouais. L'hyper peut aussi en donner. Elle donne plutôt quand même des états hypomaniaques ou maniaques, donc quand on a une augmentation de l'énergie, une augmentation de la vitesse de la pensée. Mais c'est un piège, on peut aussi avoir des dépressions. Vous interrogez le lien qu'il pourrait y avoir entre la contraception féminine et les dépressions. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Alors c'est un axe extrêmement important et on a fait très attention dans la façon dont on l'a expliqué dans le livre aussi, parce qu'il ne faut pas avoir des faux messages sur ce sujet-là. Il peut y avoir le risque de se dire, mais finalement, la pilule, elle donne des dépressions et donc il faut arrêter la pilule. C'est pas du tout le message qu'il faut donner, déjà parce que la contraception est extrêmement importante pour la vie des femmes, c'est-à-dire ça permet aussi de contrôler d'une certaine façon ses cycles, la façon dont on construit son existence. Et en même temps, la contraception a pu être associée parfois, dans le passé, notamment dans des études qui sont un peu plus anciennes que celles qui ont été faites récemment, à un surrisque d'épisodes dépressifs caractérisés, notamment quand on a commencé très jeune. C'est-à-dire que des jeunes filles qui ont pris la contraception très jeune, à partir de 13 ans, on a un surrisque, même à l'âge adulte, qui continue après d'épisodes dépressifs caractérisés. Ce message-là, il faut y faire attention. Déjà parce que les pilules contraceptives ont changé, elles ont évolué, elles sont souvent un peu moins dosées que ce qu'on pouvait avoir dans le passé. Et puis aussi, finalement, ces études-là, elles sont très souvent sujettes à de nombreux biais, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quelles sont les différentes influences qui ont pu augmenter ce risque de dépression. Et parfois, sur des études qui sont faites sur des populations avec un très très long suivi, en fait, il y a plein de facteurs qui ont été intégrés, qu'on essaye de limiter par des analyses statistiques, mais qui peuvent augmenter aussi un risque de biais dans l'interprétation de ces études. Donc moi, le message que je voulais donner, c'est un message plutôt rassurant. Si vous avez besoin d'une contraception hormonale et si vous en prenez une, il n'y a pas de raison de l'arrêter pour des raisons de dépression. Et ça, c'est le message qui est aussi donné par les autorités américaines et à mon avis, qui est le message le plus important. Par contre, pour certaines femmes qui associent très précisément, par exemple, une augmentation d'émotions négatives, des idées suicidaires, quelque chose d'extrêmement négatif, au moment où elles ont commencé une contraception, un type de contraception, elles peuvent tout à fait voir avec leur obstétricien, leur gynécologue et leur médecin généraliste si elles peuvent changer de contraception, si elles peuvent essayer une nouvelle modalité. Et parfois, ça peut améliorer ces symptômes-là.
Là, on parle de contraception hormonale, bien sûr. Pour les stérilés, par exemple? Alors, il n'y a pas d'études qui ont été faites D'accord. de façon aussi bien menée sur des aussi grands échantillons de population. Les stérilés, il faut aussi se rappeler qu'il y a des stérilés qui sont non hormonaux, il y a certains stérilés qui sont recouverts d'hormones. Ceux qui sont recouverts d'hormones, ils vont avoir des effets hormonaux aussi. Dépression et ménopause, vous dites que la dépression est une véritable fenêtre de vulnérabilité pour la dépression, mais ce n'est pas la ménopause elle-même qui est importante, c'est la période qui précède. Pourquoi ? Tout à fait. Ça, c'est aussi un piège. C'est que très souvent, ça a été associé comme ça dans la culture populaire d'une ménopause qui peut être une ménopause, un moment triste, un moment de difficulté psychologique pour la femme. Et en fait, on se rend compte dans les études que c'est plutôt la préménopause qui parfois commence assez tôt. Ça peut commencer 5 ans avant la ménopause réelle. La ménopause, c'est l'arrêt de règles pendant plus d'une année. Eh bien, on peut avoir des symptômes de dépression qui arrivent à ce moment-là, qui sont des symptômes assez spécifiques d'ailleurs, qui sont un peu différents des symptômes de dépression du postpartum ou de symptômes de dépression du début de l'âge adulte. On va avoir plutôt une fatigue, plutôt un manque d'énergie, un manque d'envie, une diminution du plaisir, plus qu'une franche tristesse. Donc c'est des dépressions où les femmes ne sont pas forcément tristes, elles peuvent garder du plaisir dans la vie quotidienne, mais elles vont avoir comme ça une sorte de fatigue qui s'installe et qui finalement rend la vie très difficile. Ça, il y a plusieurs choses qui peuvent être impliquées. On a des causes qui sont, des facteurs qui sont recherchés, qui sont des facteurs hormonaux, et notamment la baisse de ces hormones stéroïdiennes, les œstrogènes et la progestérone dont on a parlé juste avant, qui vont faire des changements aussi au niveau cérebral. On a aussi une hypothèse de fluctuation de ces hormones. En fait, on se rend compte que plus qu'une baisse profonde, et ben en fait, pendant cette période, on a une fluctuation, comme s'il y avait une irrégularité de la génération de ces hormones qui peut être associée à ça. Et puis, il y a plein de causes aussi qui sont sociétales, de la vision de la société sur les femmes à ce moment-là, des changements d'organisation de vie, parfois le départ des enfants, parfois des changements professionnels, parfois des changements au sein de la structure du couple. Et donc, tous ces facteurs-là interagissent aussi ensemble pour cette dépression préménopausique. On imagine souvent que la dépression est un trouble seulement psychologique, mais pas que. Et c'est ça que révèle votre livre. Ça, c'est un message qui, pour moi, est extrêmement important dans le livre, et je pense que c'est un message qu'on doit aussi donner de façon plus large, c'est que la dépression n'est pas un trouble psychologique. La dépression, elle a des manifestations psychologiques, mais c'est que le haut de l'iceberg, finalement. On a tout un magma de choses qui se passent dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cerveau, qui sont liées à la dépression. Une des choses dont on parle assez peu, c'est finalement ses effets sur le cœur. On sait que, par exemple, que la dépression, c'est l'un des premiers facteurs de risque de maladie cardiovasculaire chez la femme. Ça, c'est beaucoup plus fort chez la femme que chez l'homme, avec notamment des dépressions qui vont durer dans le temps, qui vont augmenter l'inflammation, qui vont augmenter plein de molécules qui sont impliquées dans la réponse, par exemple, aux infections. Donc, les molécules qui sont liées au fait que notre corps est capable de combattre des agents extérieurs, qui en fait vont être hyper activés dans ces pathologies dépressives et qui vont faire que notre système cardiovasculaire, le système veineux, le système artériel et le cœur en lui-même vont vieillir plus vite et donc vont avoir un surrisque d'infarctus, un surrisque d'événements cardiovasculaires. Ça, c'est un message qui passe pas souvent, finalement. Alors, il y a un autre syndrome, alors on en parle un peu, ça commence à être à la mode, c'est le syndrome du cœur brisé. Alors, ça, c'est un Takotsubo. Donc c'est un syndrome qui n'a pas grand-chose à voir avec la dépression en tant que telle, mais qui en effet est aussi plus fréquent chez les femmes, et donc qui a le nom en fait, le Takotsubo, ça veut dire c'était la forme d'un poulpe, d'une amphore à poulpe pour être exact, un sac à poulpe dans la culture japonaise, et donc parce qu'en fait le cœur dans ce trouble-là prend d'un seul coup cette forme-là, et ce qui bien sûr est extrêmement délétère, puisque c'est une cause de mortalité assez importante, notamment chez la femme, c'est un peu plus rare chez l'homme, et ça peut survenir, même s'il y a des débats à propos de ça, ça peut survenir après un choc émotionnel, ça peut survenir après quelque chose qui est extrêmement difficile en termes d'expérience de vie, où on peut avoir cette réaction du cœur. Et le cœur est vraiment brisé pour le coup. Oui, c'est pour ça que ça associe à l'idée d'un cœur brisé, parce que c'est... Oui. On parlait des maladies cardiovasculaires, mais ça marche également pour l'AVC. Tout à fait. Ce que vous disiez. Tout à fait. C'est-à-dire que ce surrisque de maladie cardiovasculaire, ça abîme aussi les vaisseaux qui amènent de l'oxygène via le sang au cerveau. Et donc, ça donne un surrisque d'accidents vasculaires cérébraux, et notamment chez les femmes. Alors, on parlait du dépistage de la thyroïde tout à l'heure, mais il faudrait dépister les femmes qui ont des maladies cardiovasculaires également. Tout à fait. Donc, alors, il y a 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois dépister les femmes qui ont des maladies cardiovasculaires pour les risques de dépression, parce que ces maladies augmentent aussi le risque de dépression. Et puis inversement, des femmes qui ont une dépression depuis un certain temps ou qui ont vécu plusieurs épisodes de dépression, on devrait aussi les dépister pour les maladies cardiovasculaires de façon systématique, parce qu'encore une fois, les effets de la dépression sont extrêmement délétères sur le cœur. Est-ce que vous avez compris de la façon dont on pouvait prévenir la dépression, finalement ? Est-ce que ça, on le sait ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des
je ne sais pas s'il pourrait y avoir des traitements préventifs, mais savoir comment on pourrait la prévenir, la dépression. Alors, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. C'est assez triste parce que, bien sûr, malgré l'évolution de la science, l'évolution des neurosciences, l'évolution de la psychiatrie, on n'est pas encore capable de prévenir totalement la dépression. Toutefois, on connaît certains facteurs de risque de la dépression et ça, on sait les prévenir. En tout cas, on sait donner des conseils pour essayer de les prévenir. Une des premières choses qui est extrêmement simple à faire, c'est éviter le stress. Alors c'est facile à dire, vous allez me dire, on a tous envie d'éviter le stress. Mais en fait, parfois, on a tendance à se dire que le stress est un peu acceptable, qu'on a une anxiété quotidienne qui finalement n'est pas si grave, qu'on a une anxiété dans notre activité professionnelle ou dans des choses qu'on peut faire dans le quotidien qui n'est pas si grave. Et en fait, c'est extrêmement délétère. Un stress prolongé, c'est l'un des facteurs de risque de la dépression. Le stress, ça abîme encore une fois le cœur, ça abîme le cerveau, ça abîme le corps dans son ensemble. Et donc ça, si apprendre très tôt et très jeune, et je pense qu'il faut l'apprendre dès l'enfance et ça devrait être enseigné à l'école, des techniques de gestion du stress, des techniques pour essayer dans le quotidien d'améliorer finalement ces survenues anxieuses, et bien finalement ça c'est un facteur majoritaire à mon avis de protection. Mais alors là je me permets de vous interrompre un instant, mais le stress c'est forcément mauvais ? Alors le stress n'est pas forcément mauvais quand il est court. Par rapport à ce qu'on nous apprend, finalement, on dit que le stress, ça peut aussi être bon. Le stress, c'est pas forcément mauvais quand c'est court et quand c'est adapté. C'est-à-dire quand on doit faire un examen et on doit mobiliser nos ressources attentionnelles, notre énergie. C'est bien d'avoir un petit moment de stress avec du cortisol, l'adrénaline qui va monter. Par contre, si c'est à chaque moment, à chaque soir quand vous vous couchez, à chaque examen que vous allez faire, et si vous avez un chaque semaine, à chaque moment que vous présentez une émission de radio ou que vous voyez un patient quand vous êtes médecin, et bien sûr là c'est un stress qui est beaucoup plus délétère. Donc c'est vraiment le stress prolongé qui doit être combattu. Et ça c'est pour moi un fer de lance. Alors avec les étudiants en médecine notamment, c'est quelque chose qu'on leur fait. On organise des ateliers anti-stress pour essayer de les aider à gérer leur anxiété. Mais ça devrait être fait à l'école, je pense, des ateliers comme ça de gestion du stress. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres façons aussi de se protéger de la dépression. On a déjà le sport et l'activité physique au sens large, pas forcément des sports complexes, pas forcément des sports qui demandent une énergie folle, mais une activité physique. C'est quelque chose qui a prouvé déjà avec des belles études qui ont été faites avec des critères scientifiques rigoureux de protection de la dépression. Et puis, ce qui est assez simple aussi, c'est de préserver son sommeil. On sait qu'un des facteurs de risque majeurs de la dépression, surtout dans nos sociétés occidentales, parce qu'on a une hygiène de sommeil qui est complètement déconnante à notre époque, et des pensées sur ça, des croyances sur le sommeil qui sont un peu à côté de la plaque. Donc, protéger notre sommeil, avoir des horaires de coucher qui soient régulières, de lever qui soient régulières. Le lever est encore plus important que le coucher. Et puis, préserver au moins 7 à 8 heures de sommeil. Ça dépend des chronotypes, ça dépend des individus, mais au moins un sommeil qui soit réparateur. Ça marche chez les jeunes parents, ça ? Ça marche pas chez les jeunes parents. D'accord. Et d'ailleurs, ce conseil-là, bien sûr, est pondéré par le fait qu'il y a un bébé qui est présent. Voilà. Et le manque de sommeil, c'est un des premiers facteurs de risque de la dépression du postpartum, d'ailleurs, que ce soit chez le père ou que ce soit chez la mère. Donc là, il y a aussi des choses spécifiques à mettre en place pour se protéger. Dans la prise en charge médicamenteuse, qu'est-ce qui a changé finalement dans la façon dont on prend en charge la dépression et notamment la dépression féminine ? Alors, de façon plus générale, il y a quand même l'impression que les antidépresseurs sont un petit peu moins stigmatisés de nos jours. Donc, il y a une facilité un peu plus grande à prendre des antidépresseurs quand on en a besoin. Je le rappelle, les antidépresseurs, c'est des molécules. Donc, quand elles sont les molécules antidépressives classiques qu'on appelle les ISRS, donc inhibiteurs de recapture de la sérotonine, ces molécules ont assez peu d'effets indésirables. Elles n'ont pas d'effet d'addiction, contrairement aux benzodiazépines par exemple, et donc on peut les prendre sur une période pas forcément longue et pour traiter ces difficultés à ce moment-là. C'est des molécules qui doivent être prescrites par un psychiatre de préférence. Elles peuvent être prescrites par un médecin généraliste, mais préférentiellement par un psychiatre, et elles sont assez génériques, c'est-à-dire qu'elles peuvent traiter tous les types de dépression. Après, il y a des molécules un peu plus spécifiques qui sont à l'étude, des molécules notamment qui vont moduler un peu les hormones ou les neurohormones, notamment les molécules qu'on dit neurostéroïdes, qui ne sont pas encore disponibles en France. Il y a plusieurs molécules qui ont été proposées, qui ont été testées aux États-Unis dans la dépression du postpartum, qui ont montré des effets très spécifiques sur la dépression du postpartum. On a des molécules aussi de nouvelle génération qui commencent à apparaître, qui sont des molécules d'action rapide, qui vont moduler notamment d'autres neurotransmetteurs, qui ne sont pas forcément la sérotonine, pas forcément les neurotransmetteurs auxquels on pense habituellement, mais plutôt le glutamate, par exemple, qui est un neurotransmetteur extrêmement important dans le cerveau. Donc il y a des pistes. Le glutamate, moi je pensais que c'était simplement sur le... Alors c'est pas que dans les pâtes. Exactement, je pensais que c'était au restaurant chinois, moi. Alors c'est très intéressant parce qu'en effet ça se retrouve dans l'alimentation et le glutamate. En fait le glutamate c'est le neurotransmetteur principal dans le cerveau. C'est la base de l'alphabet cérébral. Les neurones ils communiquent grâce au glutamate
Le reste des neurotransmetteurs, c'est juste pour aider un petit peu à cette communication, mais c'est vraiment la base de l'information, c'est le glutamate. Il y a aussi une piste thérapeutique qui est importante, c'est la stimulation, notamment la stimulation du nerf vague qu'on peut avoir, c'est-à-dire notamment on peut implanter des stimulateurs du nerf vague, ou on peut avoir des stimulateurs externes qui sont à l'étude, donc on va stimuler le nerf vague notamment par comme un petit écouteur qu'on a sur son oreille et qui va créer une stimulation du nerf vague pour moduler notamment le système parasympathique dont on a parlé juste avant. Ouais, c'est l'autoroute. Le nerf vague. Tout à fait. Bien, montrez votre livre, La dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir, aux éditions du Rocher. Très belle couverture. Merci. Docteur Hugo Botemann, je rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net, mais sur les plateformes qui reprennent également l'émission, et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.